Et bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce cours du 15 janvier 2021, l'objectif est ici de répondre à vos questions concernant le cours qui s'intitule Du monde bipolaire au monde multipolaire et plus précisément sur la deuxième partie de ce même cours, la décolonisation qui permet l'émergence du tiers-monde. La première question qui m'a été posée concerne cette caricature. Cette caricature a été réalisée par Plantu en 1978. Et elle représente en fin de compte un Africain, incarnant ici le tiers-monde, qui se dirige vers trois portes. La première, à gauche, est surmontée d'un drapeau américain, l'autre, au milieu, est surmontée d'un drapeau soviétique, alors que la troisième, non étiquetée, est murée. Cela signifie simplement l'impossibilité pour le tiers-monde de s'engager dans cette troisième voie. Le tiers-monde étant l'ensemble des pays qui sont issus de la décolonisation qui a eu lieu entre 1955 et 1975. Attention, il ne faut pas confondre deux termes, tiers-monde ici, pays issus de la décolonisation, et tiers-monde qui peuvent également représenter l'ensemble des pays en carence de développement. Ce terme étant relativement obsolète aujourd'hui au profit d'un autre terme, les PMA ou pays les moins avancés. Les pays du tiers-monde ont principalement vu le jour lors de deux conférences. La première, en 1955, réunit les dirigeants de nouveaux pays issus de la colonisation, la plupart asiatiques, à Bandung. La conférence de Bandung est alors considérée littéralement comme l'acte de naissance du tiers-monde. Elle apporte à la fois son soutien au peuple subissant encore la domination coloniale, elle se pose aussi comme une internationale des pauvres, entre guillemets, selon les termes de Nasser, et enfin affirme son refus de la division du monde en deux. Quant à elle, la conférence de Belgrade, qui a eu lieu en 1961, réunit ici sur la photographie Nehru, Nasser et le dirigeant yougoslave Tito. Elle marque en fin de compte la naissance du mouvement des non-alignés. Le mouvement des non-alignés est soucieux de refuser la soumission au bloc qui existe depuis la guerre froide. En plus de ça, ils ont pour objectif d'affirmer la présence du tiers-monde et de sa diplomatie au sein de la politique mondiale. Ainsi, le mouvement des non-alignés est l'ensemble des pays qui refusent de prendre parti dans la guerre froide. Cependant, le mouvement des non-alignés n'est pas le seul mouvement issu du tiers-monde. Il en existe un deuxième qui s'appelle le panarabisme. Il s'agit en fin de compte d'une idée politique qui vise à réunir les peuples arabes. Ce mouvement insiste sur l'unité de tous les Arabes et sur l'héritage d'un empire musulman, ou califat, qui date du 7e siècle jusqu'à 1258, soit la prise de Bagdad par les Mongols. L'action panarabiste est orientée contre l'Occident, alors considéré comme impérialiste. La nationalisation du canal de Suez en 1956 par Gamal Abdel Nasser, le président égyptien, s'inscrit alors dans cette optique. Ce document est la une illustrée d'un hebdomadaire italien datant du 2 août 1956. On y voit Nasser plaçant le drapeau égyptien sur une carte du Proche-Orient au niveau du canal, sous le regard de deux bédouins et du sphinx de Gizeh. Le président Nasser veut construire le barrage d'Assouan pour gérer les crues du Nil et permettre le développement, notamment agricole, de la vallée. Pour construire ce barrage, l'Égypte a besoin de finances. La nationalisation du canal de Suez devrait permettre à l'Égypte de financer ce projet. En effet, le canal de Suez a été construit en 1869 et ce passage stratégique est encore contrôlé par une société privée franco-britannique. L'Égypte ne ramasse donc que très peu d'argent sur ce passage. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous conseille largement d'aller voir cette petite vidéo qui s'intitule La crise du canal de Suez. Je vous mettrai le lien directement en description. Ce processus de décolonisation est alors largement soutenu à la fois par les États-Unis, donc dans la doctrine Truman, et dans l'URSS par la doctrine Jdanov. Cependant, on peut remarquer que dans la doctrine Jdanov, les États-Unis sont considérés par les soviétiques comme des menteurs, on va dire, pour deux raisons. La première raison, c'est que selon Jdanov, c'est le communisme qui doit prendre la tête de la résistance anticoloniale. La deuxième raison, c'est que les États-Unis sont considérés par les soviétiques comme des néocolonialistes ou des impérialistes, puisque ceux-ci, via leur aide économique du plan Marshall, vont participer à l'influence et à la domination à la fois culturelle et économique, notamment en Europe.
Enfin, ces idées anticolonialistes n'émergent pas du chapeau. Elles viennent de plusieurs logiques. La première, en fin de compte, dirait qu'il y a une logique de bloc où chaque nouvel allié du bloc va être un plus pour la suite de l'histoire. Deuxièmement, les États-Unis sont eux-mêmes une ancienne colonie britannique jusqu'à leur indépendance en 1776, ce qui peut aussi expliquer le fait que les États-Unis soient anticolonialistes. Enfin, dans le rabattage des cartes mondiales qui s'effectue après la Seconde Guerre mondiale, affaiblir le vieux continent, c'est-à-dire l'Europe, et prendre l'avantage dessus, en fait, peut permettre à la fois aux États-Unis et à l'URSS de monter en puissance. Et ben voilà, cette vidéo prend fin. J'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Tout le monde ne m'en a pas posé. J'ai essayé de les organiser au mieux. Si vous en avez encore, c'est pas problématique. Je vous conseille encore une fois de prendre quand même quelques notes sur ce que je viens de vous dire. Prenez soin de vous surtout et j'espère à la semaine prochaine. Au revoir.